faut faire la différence entre les deux. Elle emploie entre 50 et 250 personnes. Ça, c'est une PME. Elle emploie minimum 50 à 250 personnes. Et elle a un chiffre d'affaires annuel compris entre 400 millions de dinars et 4 milliards de dinars algériens. 400 millions de dinars, ce n'est pas 400 millions de centimes. Hein. Vous êtes assez grand pour faire la différence maintenant. Vous ajoutez 2 zéros. 400 millions de dinars, c'est 40 milliards en centimes. Et 4 milliards de dinars algériens. Ou, dans le total du bilan annuel est de 200 millions, et entre 200 millions et 1 milliard. Donc, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bilan. En fait, le chiffre d'affaires, c'est... Vous expliquer rapidement. Quand on parle de chiffre d'affaires, ça veut dire ce que vous avez récupéré comme argent cette année. Exemple, vous avez vendu votre chocolat, vous avez vendu, vous avez à la fin, quand vous avez fait vos comptes, vous avez vu que vous avez vendu pour 1 million de dinars, par exemple. Mais ça, c'est le chiffre d'affaires. Vous avez 1 million de dinars, il y a une partie maintenant que vous avez investi pour acheter des produits que vous avez transformés en chocolat. Donc, par exemple, vous avez acheté pour 20 millions de dinars de cacao, 20 millions de dinars de lait, 20 millions de dinars de beurre. Le tout vous a coûté 70 millions, par exemple. Le tout est pour tout. Et après, vous avez investi 70 millions, vous avez gagné 100 millions. Les 100 millions, c'est un chiffre d'affaires. Et la différence entre 100 et 70, les 30 millions, c'est votre bénéfice. Donc, c'est le bilan annuel. C'est ce que vous avez gagné réellement. Il ne faut pas imaginer que si vous avez dans votre compte une somme rentrée, ça veut dire que tout est pour vous. Non, il y a des frais qui sont derrière. Des frais, des impôts, tout. Donc, le bénéfice net, c'est ce qu'on appelle le bilan annuel. Donc, c'est pour ça qu'il est moindre. Vous voyez, soit le chiffre d'affaires, il est compris entre 400 millions de dinars et 4 milliards, soit un bilan annuel entre 200 millions et 1 milliard. C'est pas pareil. Donc, le bilan annuel se fait une fois par an après avoir enlevé. Donc, on a fait rentrer 1 million de dinars, d'accord. On va enlever tout ce qu'on a investi dans les produits, tout ce qu'on a investi dans les employés, tout ce qu'on a investi dans les charges, l'électricité, absolument tout ce qu'on a payé. Ce qui reste, c'est un bénéfice. Et ce qui rentre dans le bilan annuel. C'est ça approximativement la différence. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème pour ça. La deuxième notion, c'est les petites entreprises. Elle est définie comme une entreprise. Vous voyez, les petites et moyennes, c'est une catégorie. Les petites, c'est une catégorie, une autre catégorie. Elle est définie comme une entreprise. Comme étant une entreprise de production de biens ou de services. Cette notion, elle est vraiment importante. Elle emploie entre 10 et 49 personnes. Quand on dépasse les 49, on arrive à 50, on change de statut, on change de classification économique. Mais, je répète encore une fois, on ne change pas de statut juridique pour autant. On peut être une petite 1, et quand on embauche la 50e personne, on passe à une PM. Le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les 400 millions de dinars. Donc, c'est des ou, hein, ce n'est pas des et. Vous êtes des électroniciens, donc normalement, vous comprenez cette notion. C'est des ou. Donc, soit on ne dépasse pas les 50, soit notre chiffre d'affaires n'excède pas. Donc, une des deux conditions, et si une des deux conditions est satisfaite, alors le tout est satisfait. C'est des ou. Donc, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les 400 millions de dinars algériens, ou le bilan annuel n'excède pas les 200 millions de dinars algériens. Si une des trois conditions n'est pas remplie, on passe à une pas remplie en augmentant, bien sûr, hein, pas en diminuant, on passe à une PME. Une très petite entreprise, donc on a la notion de TPE, et TPE, ce n'est pas un terminal de paiement électronique. Donc, la très petite entreprise est définie comme une entreprise qui, à part le fait d'être une entreprise de production de biens et de services, ça on l'a compris, elle doit employer entre 1 et 9 personnes. Elle doit réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions de dinars et un bilan annuel n'excédant pas les 20 millions de dinars. C'est une petite entreprise. Pourquoi on parle de toutes ces... Bon, on va continuer quand même sur la dernière. Les grandes entreprises sont des structures qui se caractérisent par leurs grands effectifs. Les grandes entreprises, elles ont beaucoup d'employés. Et la plupart du temps, c'est des entreprises de production.
Donc, elle produit en chaîne, elle a des usines. La plupart du temps, elle a des usines. Ou alors, c'est la plus grande entreprise télécom ou la plus grande entreprise de services. Oui, alors, c'est rare où vous trouvez une entreprise de développement informatique qui a 1000 personnes. C'est presque impossible. Donc, à part si vous êtes Microsoft, vous voyez. Mais une entreprise télécom, c'est possible. Par exemple, Olido a plus de 3000 employés. Donc, elle fait partie des grandes entreprises. Donc, ce sont des entreprises qui se caractérisent par leur effectif important et leur chiffre d'affaires très élevé. Avoir au moins 5000 employés salariés. Vous voyez. Donc, si on revient, ils ne sont pas ordonnés, mais peu importe. Donc, si on revient pour les ordonner par ordre croissant, on va d'abord parler, je vais juste activer le pointeur, voilà. On va d'abord parler de la très petite entreprise, entre 1 et 9 employés, la petite entreprise, entre 10 et 49 employés, et les PME, entre 50 et 250. Et là, quand on dépasse, on va passer vers une grande entreprise. Pas forcément, il faut apprendre l'ordre. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre ces notions. Ce sont des notions que vous n'aurez même pas à les apprendre par cœur. C'est des trucs qui restent dans la tête. Après cette classification économique, je répète. Oui, Anam. Bien sûr, non, il n'y a personne dans la liste. Je ne vois personne. Il n'y a personne en liste d'attente. Hein. J'accepte tout le monde maintenant, même après. Donc, ils réessayent, ils réessayent. Ils se déconnectent, ils se reconnectent. Parce que je vois personne. Voilà, merci. Alors, je continue. Quelqu'un veut participer. Là, je viens de recevoir. Hop, très bien. On continue. Donc, je répète une dernière fois cette notion du statut juridique. OK? Une SARL peut être PME, peut être petite, très petite ou grande entreprise. Sauf qu'à un certain moment, vous vous retrouvez obligé d'avoir une SARL. Si elle devient trop grande, elle sera obligatoirement passée vers une SPA. Pourquoi? Parce qu'une SPA fait rentrer de l'argent beaucoup plus. Donc, automatiquement, elle va passer vers une SPA. Je vous souhaite ce genre de problème dans votre vie, de réfléchir, je veux tellement réussir que j'ai une salle qui a trop réussi, je veux la transformer en SPA, c'est compliqué. Je vous souhaite ce genre de problème dans votre vie, franchement. Alors, on passe à la dernière définition donc, du chapitre 1, c'est entre les personnes morales et les personnes physiques. Une personne morale, donc appropriée. On va d'abord lire la définition et on va l'expliquer après. Elle est appropriée pour une entreprise et une structure juridique sociétale. Bon, beaucoup de termes. Effectivement, si une entreprise se révèle être une société, qu'elle ait plusieurs associés ou un associé unique, donc là on parle de Heure ou de Sarl par exemple, cette dernière sera une personne morale. Cette personne morale peut acheter ou vendre des biens, posséder un patrimoine immobilier, conclure des contrats, mais aussi possiblement être attaquée en justice. Elle nécessite donc au moins une personne physique qui sera son président ou son directeur. D'accord? Je reprends, je ne refais pas reprendre la définition. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est une personne morale. Vous, si vous êtes par exemple commerçant, ou si vous êtes médecin, ou si vous êtes avocat, etc., vous êtes une personne physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant que, je reprends toujours l'exemple de Mohamed Mohamdi, une personne qui existe réellement, vous avez une carte d'identité, vous êtes vivant, vous créez votre cabinet dentaire ou peu importe, et là, vous parlez en votre nom. C'est le cabinet du docteur Flan. D'accord? S'il y a un document signé, vous signez Mohamed Mohamdi. Si quelqu'un vous attaque en justice, il attaquera Mohamed Mohamdi. C'est ça. Et les auto-entrepreneurs, c'est ça, par exemple. Quand vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, vous parlez en votre nom. Vous n'avez pas un autre nom. Ça, c'est la première notion. Ça, c'est une personne physique. On va y aller. Une personne morale, c'est quand vous créez une entreprise. Donc, vous êtes Mohamed Mohamdi et vous créez l'entreprise ABCD. Vous ne parlez plus en votre nom. Vous êtes le président de l'entreprise ABC. Vous êtes le gérant, le directeur.
Mais quand vous parlerez au nom de l'entreprise ABCD. Pardon. Pourquoi? Juridiquement, c'est une protection pour vous. Vous n'êtes que le président de l'entreprise, vous n'êtes que le directeur de l'entreprise. Et l'entreprise, donc vous n'achetez pas des trucs en votre nom. Une entreprise a le droit d'acheter. Une maison, l'acte notarié est une maison. Il n'y a pas écrit que Flan a acheté, non, il y a écrit que l'entreprise Flan, la SARL ABCD, a acheté cette maison. Donc, ça sera la propriété de cette entreprise, pas la vôtre. Donc, ça, c'est ça la personne morale. Une personne morale a presque les mêmes droits qu'une personne physique. C'est une société, certes, mais c'est la personne qui la gère, donc la personne physique qui la gère, Mohamed Mohamdi, qui sera le président, le directeur, qui signe à ça. Mais il signe au nom de l'entreprise. C'est ça la différence entre une personne morale et une personne physique. Il y a des notions de protection derrière. Pourquoi la différence? Parce que si demain, l'entreprise, elle marche correctement, etc., mais Mohamed Mohamdi décide de partir, ou de prendre sa retraite, ou meurt, ou etc. Quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, il ne fait plus partie de cette entreprise, même si c'est lui qui l'a créée. Ça existe beaucoup de fois. Oui, mais le gérant est le premier responsable, pas à tous les coups. Une seconde, je continue la phrase où je répète. Pourquoi tu as écrit en majuscule? Tu m'engueules comme ça. Bonjour. Alors, je répète. Si cette personne décide de partir, même le nom, il est en majuscule. Si cette personne décide de partir, l'entreprise, qui est une personne morale, elle reste existante. Et une autre personne la prendra en charge. Et ce sera lui le responsable de l'entreprise. Et ce sera lui qui continuera sur la suite, faire vivre cette entreprise. C'est pour ça qu'on parle de personne, parce qu'elle vit. L'entreprise, elle vit. Elle vit, elle meurt. Hein. Elle commence, elle naît, elle commence doucement, elle vit, elle grandit. À un certain moment, elle meurt. Vous n'imaginez pas qu'il y a une entreprise depuis peut-être 1600 ou 1500 qui existe encore. Quel que soit l'âge d'une entreprise, elle mourra à la fin. Donc, c'est pour ça que c'est une personne. Je répète. Alors, Mounira m'a dit, oui, mais le gérant est le premier responsable. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais pas à tous les coups. En fait, quand on a un conseil d'administration, non. Quand on a un gérant et un co-gérant, non. Quand on a... si vous voulez, même s'il y a quelque chose qui a été fait, je vais vous donner un cas, je fais très bien la responsabilité dans ce cas. Imaginons une entreprise de service, elle est en train de faire un service, elle est en train de fournir un service à une autre entreprise. Donc c'est du développement, meilleur exemple du monde. C'est en 3 lots. Donc on va d'abord vous lancer l'application web, ensuite l'application mobile, ensuite faire un audit de votre réseau. On a lancé l'application web, c'est bon, vous êtes satisfait. L'application mobile, ça marche pas. Ça marche pas, il y a des problèmes de délai, il y a des problèmes énormes, parce que moi, j'ai pas les bonnes ressources, du coup, je connais pas. Donc, il y a un énorme problème. Quand l'autre entreprise, qui est mon client, va m'attaquer, parce que je veux pas admettre, que ça marche pas, je vous dis, c'est ce que vous avez demandé, je m'en fous. Ils vont m'attaquer, ils vont pas attaquer moi personnellement, ils vont attaquer l'entreprise, ce qui est tout à fait logique, parce que c'est une personne morale. C'est vrai que c'est moi qui la représente, hein, mais c'est une personne morale. Maintenant, si la justice dit que c'est vrai que je me suis trompé, que je n'ai pas fourni correctement ce qu'il faut, et que je dois rembourser ce que m'a donné l'entreprise avec des frais, avec des détails énormes, je ne vais pas rembourser de ma poche. C'est l'entreprise qui va rembourser. Donc, du bénéfice de l'entreprise. Si mon entreprise a marché très bien depuis 5 ans, on a 1 milliard ou 2 milliards de côté, on peut consommer cet argent pour rembourser. Donc, juridiquement, c'est l'entreprise qui est en tort. Ce n'est pas la personne gérante. Maintenant, si il y a un conseil d'administration, donc c'est quelque chose de grand, une grande aspect, un conseil d'administration, et que ce conseil d'administration attaque son propre gérant, ça, c'est autre chose. Par exemple, c'est toi le responsable.
tous les autres, et dans la c'est toi qui as été responsable, c'est toi qui as signé ce contrat, c'est toi qui t'es engagé à répondre à ce besoin de cette entreprise. Là, il y a des trolls juridiquement autre chose. Mais très dans un autre détail, les Inch'Allah, là, je vous parle juridique. Là, je vous parle être attaqué en justice. Ça veut dire que c'est pas la personne morale, physique, c'est pas le gérant. On va pas attaquer Flemme. On va attaquer l'entreprise ABCDE. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Je pense que c'est mieux. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça la personne morale, quand on parle de personne morale. Une personne morale, il y a deux différences. Il y a le droit public et le droit privé. Le droit public, cette catégorie correspond aux dirigeants d'État, les collectivités, par exemple les communes, les départements. Il faut savoir qu'une commune est une personne morale. Elle dit, non, voilà, est une personne morale. Pourquoi c'est une personne morale? Elle a un budget, elle a des employés, elle a un gérant qui est le maire. Vous voyez? Et pas qu'un gérant, elle a des co-gérants, c'est un conseil d'administration. Donc, c'est tout le conseil d'administration qui prenne des décisions. Mais pourquoi je dis gérant? Parce que c'est lui qui décide. Donc, elle a un gérant qui est le maire et qui consulte le conseil d'administration pour le budget, comment on va le dispatcher. Donc, c'est des établissements. Donc, on a dit que c'était des collectivités territoriales. C'est ce qu'on appelle ça comme ça. Donc, les communes, les départements, tout ce qui appartient à l'État. Et les établissements publics, donc les universités, les hôpitaux, les monuments historiques, tout ça, quand on dit que pourquoi une commune, on parle d'une entreprise. Une commune, officiellement, c'est une entreprise. Et c'est une personne morale. Pourquoi? D'abord, elle a un budget. Oui. Monsieur, اسمح لي في هذاك ليكزامبل برك اللي قلت لنا. Monsieur, est-ce que يحصلوا غير لي جيرون ولا يحصلوا كاع لونتربريز؟ يعني ميم لي سالاريي تاعهم حيحصلوا en justice. Jamais. On ne les salariés, sauf si ils ont fait quelque chose de grave directement. Je vous explique. Un salarié, dans le cas où il y a une caméra de surveillance, les chefs qui traitent un serveur ou suppriment la base de données où il y a un enregistrement exprès, une faute grave exprès, etc. Ou la justice, c'est qu'il y a une intention criminelle derrière. C'est une intention de faire du mal derrière. Ce n'est pas une erreur. Quand on parle d'erreur, le pire cas, les erreurs, c'est de vous faire envoyer ou par exemple vous rembourser un matériel très cher ou un truc comme ça. Mais à part ça, non. Au côté justice, je vous parle de problèmes qui arrivent rarement. Hein. Je vous explique. Non. Quand vous faites votre travail correctement, je vous dis personnellement, j'ai vécu avec une entreprise une situation similaire. Un projet qui devait se terminer en 6 mois à 2 ans, parce que l'entreprise les les ressources, on n'a pas d'autres ressources pour une technologie très très spécifique. On n'a pas d'autres ressources. Ils ont tardé. Le pire truc qu'on a vu, c'était genre une lettre disant qu'on arrête, c'est bon, rupture de contrat. On m'a arraché même pas en justice. Alors qu'ils auraient pu. Ou même qu'ils auraient en justice, c'est trop compliqué. Les entreprises, c'était une énorme entreprise multinationale, les qu'on a en face. Hein. Énorme. C'est ma côté juridique, ils sont puissants. Côté financier, ils peuvent investir. Mais ils n'ont rien fait parce que, en fait, on préconise, l'information, on va la mettre entre guillemets, d'accord? Juste pour que vous ayez de l'information, faire ce le montant à l'entreprise, quels les contrats? Je vais vous montrer des contrats après. Quels les contrats? Il y a une clause, les trolleks, on préconise l'amiable. C'est par exemple, quand il y a un problème, premier problème, nous allons dire qu'il y a un characo. Ça n'existe pas. Ni le deuxième, ni le troisième. La plupart du temps, on fait des réunions, énormément de réunions. On explique qu'il y a le retard, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Dans le cas où il y a le retard, en tant qu'entreprise. Etc. Le client explique. C'est bon, le maximum. On essaye de faire un consensus. Par exemple, OK, le retard, c'est 6 jours.
ou j'ai des engagements. Je suis en train de perdre de l'argent à cause de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as proposé en tant qu'employé, ou là plutôt en tant qu'entreprise fournisseur, chez le client. Tu commences à proposer le client. D'être l'eau, voilà, je te propose par exemple de te faire ça gratuitement. Je te propose d'améliorer ça gratuitement. 100% des cas acceptés. On va dire 99% parce qu'il y a des cas extrêmes. Mais ils acceptent. Genre, ils veulent aller vers de l'amiable. Ils veulent régler les choses. واحد ما يحب يروح للمشاكل. نهار اللي نتايا تضربهم بودل سلام تاعك. Il faut jamais prendre les gens de haut ولا تعتبرهم باللي c'est rien parce qu'il a un petit budget. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Si vous faites votre travail correctement, vous n'aurez jamais de problème. Jamais, jamais, jamais. Genre, il faut être sûr de soi, il ne faut pas être d'annas, il ne faut pas dire que je sais faire, je peux faire alors que vous ne pouvez pas. Et si vous êtes sérieux, je vous explique, il y a des entreprises que j'ai vues capables de dire je ne sais pas faire, mais je t'apprends très très vite. Et il peut te faire confiance. Il faut juste être honnête. Il peut te faire confiance, je peux te faire un POC. Un POC, c'est proof of concept. Par exemple, la technologie. Je ne l'ai jamais fait, mais donne-moi 15 jours, je te fais un POC. Un proof of concept. Tu apprendras à faire les 15 jours la technologie et tu lui fais une démonstration de quelque chose de très basique. Très simple, relatif à lui demander. Par exemple, il te demande un site web avec une telle technologie. Tu lui fais juste une page d'accueil, une page de connexion avec la technologie pour lui montrer que tu as commencé à apprendre, que tu as commencé à faire ça, etc. Là, il te fera confiance. Vous voyez. Mais je vous parle, mais la partie juridique, il ne faut pas se casser la tête avec ça parce que c'est rare. Quand vous تدخلوا في juridique تكونوا كبار بزاف côté société وكي تكونوا كبار بزاف côté société vous aurez assez d'expérience باش ما تدخلوش في هاد لي ديلير ما تدخلوش la plupart du temps نحكوا على جوج سي ديغات ما خسرت الناس في حاجه دونك انا هما انفيستاو فيك قالوا لك نسحقوا ان سيت ويب بوغ ان تيل تروك نتايا رحت وما خدمتلهمش الخدمه كوريكتومون ايتترا ايتترا وقاعد تعطل ماشي ميم با tu as essayé de faire des efforts ولا tu as essayé de régler les choses ou même si tu essayes même si ça marche pas le fait qu'il voit une intention من عندك c'est bon واحد مي يعطيكي واحد باسكو ما يعرفش نو واحد يعطيكي واحد باسكو دار فيه سكاره سي با باغي يشوفك بلي ما يعرفش ما تعرفش il annule le contrat يقول لك خلاص c'est bon on arrête tout j'ai fait trop de frais point on arrête tout روح ثاني mais qui chauffe des faits scara, le mal est dans la ligue. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux. Donc je reprends. La personne morale dans le droit public, on parlait des communes. Ah oui, l'exemple que je voulais donner, par exemple, pourquoi une commune est une personne de droit moral, une personne morale. D'abord, elle a un budget. Donc elle a un truc qui s'arrête bien, elle a drahmi d'ouvrir. Pas que. En fait, elle a d'autres rentrées d'argent. Si vous ne savez pas, les impôts, les entreprises, ils donnent les communes, ils ont un pourcentage ferme. Une entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, imaginez le nombre d'entreprises, les Kaïns Mabzouar, juste à côté du centre commercial. Ils payent des impôts à l'État, mais les impôts, une partie de nous, tu trouves la commune à Mabzouar. Tu trouves en tant que bénéfice. Parce que là, sur le cas, ils sont en train de faire du business donc ils doivent là-dedans. Et donc les communes, il y a des communes vraiment pauvres, avec le budget à l'État, ou il y a des communes qui ont une rentrée d'argent. Ou avec la rentrée d'argent, on peut faire des investissements avec. On a fait des investissements, les communes n'investissent, mais je vous dis qu'en général, c'est comme ça que ça marche. Les établissements publics, les universités, les hôpitaux, les monuments historiques, etc. Les personnes morales de droit privé, c'est toutes les autres entreprises. Donc, cette catégorie correspond aux entreprises, aux associations, les syndicats, les comités d'entreprise. Donc, les sociétés de capitaux, les SPA, d'accord, et là, ça arrête, je vais modifier ça, ainsi que les associations, les sociétés coopératives, donc tout ce qui n'est pas public. Voilà, il faut réfléchir comme ça. Privé, c'est tout ce qui n'est pas public. Une personne physique,
est une entreprise. Si une entreprise n'est pas une société, donc en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes une entreprise, ça vous n'êtes pas une société. Vous n'êtes pas juridiquement comme une société. Donc, c'est une personne morale, mais ce n'est pas une personne morale, pardon, c'est une personne physique. Par exemple, les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs, les médecins, etc., etc. Un médecin, c'est une entreprise individuelle. Donc, voilà pour le chapitre 1. C'était des définitions, simplement, donc, entre l'entreprise et la société. On peut passer au chapitre 2, qui va parler des auto-entrepreneurs et des startups. Ça va être simple, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui va rentrer. Ah, très bien, 80 personnes. Parfait. Alors, d'abord une description. Donc, apprendre comment lancer et gérer une startup. Constituer une équipe et trouver un financement. Respecter les règles juridiques et être incubé par une institution ou une entreprise privée sont les éléments à maîtriser pour réussir une startup. Je reprends depuis la fin. Les éléments à maîtriser pour réussir une startup, donc apprendre comment lancer et gérer une startup, constituer une équipe, on ne peut pas faire seul, c'est rare. Trouver un financement, c'est super important, c'est la base. Respecter les règles juridiques et être incubé par une institution ou une entreprise privée ou publique, il y a les deux. Tout ça. Donc, la startup, ou jeune pousse, donc c'est ça le terme anglais à la base, c'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. C'est souvent l'objet de levée de fonds. Je m'arrête là. Je m'arrête dans la première définition. Donc, une startup, c'est une jeune entreprise. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est soit vous êtes étudiant, soit vous venez de finir vos études. Ou alors, on va voir des cas où c'est même après la retraite. Hein, on peut faire une startup à n'importe quel âge. Mais la majeure partie du temps, c'est ça. C'est quand on est étudiant ou alors quand on vient de finir nos études. Elle est innovante. Toutes les startups sont innovantes. Parce que vous n'êtes pas une entreprise pour refaire ce qui existe. Non, vous êtes une startup, ça veut dire que vous avez créé quelque chose qui n'existe pas. C'est ça, réellement, une différence. Vous ne pouvez pas faire une startup de chocolat. Ça existe. Tout existe. Mais vous pouvez faire une startup innovante. Donc, c'est quelque chose, une idée que vous avez eue, une idée d'application, une idée de matériel, une idée de modification de matériaux, une idée qui n'existe pas, ou alors qui existe, mais qui ne fonctionne pas correctement. Vous voyez, donc, même si c'est quelque chose qui fonctionne là, à 100%, mais vous avez une idée pour l'améliorer, pour changer. Ouais, donc, c'est ça la notion d'innovation. À fort potentiel, quand je dis à fort potentiel, ce n'est pas vous qui décidez si vous êtes à fort potentiel. C'est l'incubateur qui va vous donner de l'argent, qui va réfléchir et penser si vous êtes à fort potentiel. À fort potentiel, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances, de très bonnes chances, que ça marche. Et c'est pour ça qu'il faut des gens expérimentés qui sont dans les incubateurs, des gens qui ont de l'expérience, qui ont vu des entreprises marcher et d'autres se cracher pour voir que votre idée peut marcher ou pas. Et ils vous diront si ça va marcher ou pas. Avec un pourcentage, bien sûr. Hein, c'est pas parfait. Ils ne peuvent pas mettre l'avenir. Donc, ils vous diront ça devrait marcher ou ça ne devrait pas marcher. À fort potentiel de croissance et qui fait souvent l'objet de levée de fonds. Levée de fonds, ça veut dire que vous allez avoir de l'argent avant de commencer. C'est ça une levée de fonds. C'est que les incubateurs dans notre cas, je suis en train de penser à faire ceci, 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 cela. Et ne vous inquiétez pas côté protection d'informations, parce qu'en fait, les incubateurs sont dans l'obligation de respecter la notion de NDA, donc non-divulgation. Ils sont obligés de respecter votre idée, d'enregistrer que ça, c'est votre idée, même s'ils ne veulent pas la faire avec vous, mais ils ne peuvent pas la diffuser ou la partager à une autre personne pour leur dire, voilà, finalement, c'est une très bonne idée, vas-y. Vas-y, fais-la. Ça ne marche pas. Et il faut avoir confiance dans les incubateurs, parce que le cas, on ne l'a jamais vu. On parle également de start-up. Ah oui, je parlais de levée de fonds. Oui, vous allez chez un incubateur, par exemple, ou alors une banque, si vous voulez, peu importe, et vous lui proposez l'idée. On appelle une levée de fonds, c'est on vous aide avec un fonds d'argent
pour commencer, ou là, de local. Tout ça, c'est un fonds. Hein. Ils peuvent vous donner un local, des machines, des PC, des machines très spécifiques. Ils peuvent vous acheter un laser à temps. Vous voyez, par exemple, si vous avez besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'un PC, le PC tarifique, mais vous avez besoin de 2 lasers très précis, très spécifiques. Ça y est, ils peuvent vous aider à le ramener. Ça y est, investir au MAC, l'investissement. Donc, je disais, levée de fonds. Donc, levée de fonds, c'est tout ce qui est argent local, les fonds pour commencer, une aide pour commencer. On parle également de start-up pour une entreprise en construction qui n'est pas encore lancée sur le marché commercial. On commence à essayer. Par exemple, vous avez une idée d'application, on vous appelle start-up tant que vous n'avez pas commencé à vendre votre application. Vous êtes toujours en train de concevoir et de développer. Hatta, vous avez un produit commercialisable, c'est le produit comme à l'App Store ou là au Play Store. On peut vous appeler une entreprise. C'est bon, la notion. Vous commencez à générer de l'argent. Elle est en phase plus ou moins longue de développement d'un produit, de test d'une idée, de validation d'une technologie ou d'un modèle économique. Une startup, c'est ça. C'est entre elle et économique. Vous voyez, donc elle est en phase plus ou moins longue de développement d'un produit. Vous êtes par exemple en train de développer une application, de test d'une idée. C'est une idée que vous êtes en train de tester expérimentalement ou théoriquement, tout dépend de votre idée. De validation d'une technologie, parce que possible vous avez une nouvelle technologie, mais vous devez la faire valider par un expert, quelqu'un du domaine, qui doit vous confirmer que ça va marcher ou pas. Il y a des cas où c'est comme ça. Ou d'un modèle économique. Non, les startups, ce n'est pas technique. Les startups peuvent être économiques, juridiques. Si vous voyez le terme tech à la fin, il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent. Donc, par exemple, une fintech, c'est une entreprise, c'est une startup qui fait de la finance technologique, par exemple. Une juritech, vous voyez, donc il y a beaucoup de types. Une écotech aussi, ça existe. Une agrotech, par exemple, c'est des startups qui travaillent dans le domaine agronomique. Donc, il y a beaucoup d'idées que vous pouvez utiliser, pas que le technique. Même si vous êtes technique. Le risque d'échec est supérieur à celui des entreprises traditionnelles du fait des petites tailles et de manque de visibilité de ces structures. Petite taille, ça veut dire que vous êtes que une, deux, maximum 3 personnes qui allaient commencer une idée. Sinon, ça ne marche pas. Parce que vous n'allez pas vous entendre, c'est très rare. Et manque de visibilité, on ne vous voit pas parce que vous êtes une petite entreprise, sauf si vous trouvez un excellent incubateur qui peut vous aider. Et surtout, vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est les risques juridiques, les risques économiques d'impôts, etc. Donc, voilà la définition générale. En tout cas, je vous laisserai cette définition. Il y a beaucoup d'informations dedans. Mais je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Hein. Je vous demande juste de comprendre. Les profils des entrepreneurs et des startups. On a 7 profils, si je me souviens bien. Mais il y en a beaucoup plus. Je vous explique. Qui peut faire une startup? Les créateurs de startups peuvent être segmentés de 7 manières que voici. Ah, je me souviens très bien. Alors, le mieux étant de se pencher sur les origines de l'équipe fondatrice. C'est ça ce qui est un peu bizarre. Alors, les étudiants de filières scientifiques. Les personnes qui peuvent créer des startups sont, par exemple, les étudiants de filières scientifiques. C'est le cas le plus courant, et c'est votre cas. Notamment, de plus en plus d'élèves d'écoles d'ingénieurs ou d'universités qui font des ingénieurs, et en particulier ceux qui suivent des filières options électives ou majeurs entrepreneuriaux en fin de cycle. Donc, en fait, il y a des universités, même en Algérie, des écoles qui font ça. Donc, il leur manque souvent, et effectivement c'est votre cas, un bagage business et marketing. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne savez pas comment, peut-être que vous êtes des experts, hein, mais la majeure partie, vous ne savez pas comment faire un business, comment faire du marketing. Donc, il vaut mieux, celui qui est le mieux équipé, des membres de l'équipe fondatrice, assure souvent le rôle
qui est le mieux positionné pour être CEO. Je vais reformuler tout ça. Vous, en tant que filière technique, c'est les personnes les plus adaptées, c'est les cas les plus courants pour faire une startup. Donc, vous avez la plupart du temps une idée d'application, une idée de nouveaux matériels, une idée de modification de quelque chose qui existe déjà, etc. Donc, la plupart du temps, vous aurez une bonne idée. Mais il vous manque la partie business et marketing. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est si vous avez des amis, que ce soit juridique ou dans la partie marketing ou dans la partie business, ceux qui ont fait commerce, ceux qui ont fait marketing, ceux qui ont fait droit. Donc, vous les faire rentrer dans une entreprise, c'est un énorme gain parce qu'ils doivent connaître au matériel la spécialité. Donc, la plupart du temps, c'est la personne technique qui est le plus adaptée pour être fondateur et pour être CEO, donc pour être le responsable principal, donc le Chief Executive Officer, ou alors CTO aussi pouvait être Technical Officer, mais seule une équipe technique, seule, par exemple si vous avez 3 potes techniques, ça peut ne pas marcher, parce que vous aurez des lacunes marketing, commercial, ou ne pas le marketing ou le commercial, parce que une entreprise, elle peut avoir, enfin, une startup, elle peut avoir le meilleur produit du monde, mais si on ne sait pas le vendre, elle peut couler. Si on ne sait pas faire des pubs correctement, si on ne sait pas attirer les clients, si on ne sait pas se protéger juridiquement, donc faire des contrats corrects, faire des contrats valables, ne pas faire d'erreurs côté comptable, côté financier, payer ses impôts à temps. Ça, c'est des petites bêtises qui, à la longue, vont commencer à vous faire des dégâts. Vous voyez. Donc, même si vous voulez être que 3 potes, les incubateurs vous aideront, minimum les premiers temps, ils vous aideront énormément pour gérer ces parties-là, gérer la commercialisation. Par exemple, je connais un incubateur à Boumerdès, c'est le groupe Ittihad, c'est l'IT Solutions. C'est un des meilleurs incubateurs. Un des meilleurs. M. Abdelmalek Chta, il est enseignant à la faculté d'informatique. Pourquoi c'est l'un des meilleurs? Comment je considère ça? Bon, j'ai déjà travaillé chez eux, carrément chez Ittihad, pas chez l'incubateur, mais chez l'entreprise. Vu que c'est une entreprise et qui date de plus de 20 ans, quand ils vous incubent, ils vous expliquent déjà comment faire les contrats, comment juridiquement être protégé, mais aussi, ils peuvent vous trouver des clients. Ils peuvent vous faire du marketing. Ils ont énormément de pages, énormément de visibilité sur LinkedIn, énormément de visibilité, que ce soit sur Facebook, sur Insta, un peu partout. Donc, ils ont une grande visibilité. Je vous donne comme exemple, là, vous allez trouver beaucoup d'autres incubateurs qui ont la même chose. Donc, sur Mobilis ou sur Matrac, par exemple, il y a énormément d'incubateurs qui font ça. Donc, c'est pour ça que l'incubateur, il est extrêmement important. Vous aurez le fonds, vous aurez l'aide. Mais en contrepartie, ils auront un pourcentage, ce qui est tout à fait logique. Comme vous pouvez être maître de tout et créer votre entreprise, enfin votre start-up, tout seul, comme un grand, si vous avez des notions de tout. Mais j'aimerais bien voir ça. Je vous dis, je ne suis pas en train de vous décourager, je suis en train de vous dire, demandez de l'aide. Ne sous-estimez pas l'aide que peuvent vous apporter les incubateurs ou les autres personnes d'autres domaines, parce qu'ils ont des connaissances que vous n'aurez pas. Ou peut-être que vous avez, étonnez-moi. Alors, les entreprises de filière business, ils sont aussi nombreux se lancent en priorité dans les activités et les services de commerce en ligne. C'est une start-up, le commerce en ligne. Hein. Leurs projets n'ont souvent pas de fortes composantes technologiques, parce que ce n'est pas leur domaine. Sauf qu'ils sont associés avec les précédents. C'est rare où une personne technique, une personne marketing ou commerciale, entre nous vient, on va créer une entreprise. Mais au contraire, il existe énormément. Le commercial ou le marketing ou la juridique ou l'agronomie, ils ont besoin de techniques, énormément besoin. Ils ont une idée d'application, ils ont une idée de développement de site web, ils ont une idée de développement d'un nouveau matériel, peu importe. Ils ont une idée, ils ont besoin de vous. Parce qu'ils peuvent ramer pour recruter des développeurs, par exemple. Et qu'ils auront du mal à manager. Un développeur, il peut commencer avec toi 6 mois, il part.
comment tu vas gérer ça après si tu ne payes pas bien. Si tu es une start-up, tu ne payes pas bien parce que tu n'as pas encore assez de fonds. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas payer. Ils sont tentés à des sous-traitances du développement logiciel. Donc, on a parlé de sous-traitance la semaine passée. Oui, des fois, ils sont tentés, mais ça coûte cher. Ils ont généralement de meilleures aptitudes en communication que les étudiants de filière scientifique. Ils savent parler, présenter, parce qu'ils ont appris à faire ça. Ils sont à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que l'idéal, ce serait une combinaison entre la première et la deuxième catégorie. Les quatre... Ah oui, Monia, vous pouvez m'interrompre. Hein. Alors, j'ai cliqué sur le mauvais... Voilà. Étudiant, c'est par rapport à l'étude. Étudiant, c'est par rapport à l'étude du projet startup. Tu peux poser ta question directement, s'il te plaît. Je n'ai pas compris la question. Tu peux la poser directement. Active ton micro et parle, simplement. Ah, étudiant, c'est vous en tant qu'étudiant. C'est par rapport à vos études, exactement. Vos études actuelles, hein. Je ne parle pas du projet de la startup. Vous pouvez être technique et avoir une idée en agrotech. Par exemple. Ça dépend de vos idées. Hein. Vous pouvez avoir une idée dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas forcément dans votre domaine actuel. C'est mieux dans votre domaine actuel parce que vous connaissez mieux. Mais sinon... Ok, votre micro. On me l'a déjà fait. Mais allez, je te crois. Je rigole, je te crois. Ok, il n'y a pas de souci. Je disais, alors, je vous explique une chose. Hein. Ne dites pas que vous êtes obligé d'avoir une idée de start-up dans le domaine de télécom. Point. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez avoir une idée dans le domaine informatique, quand vous pouvez avoir une idée dans le domaine médical, quand... Oh, tu t'excuses. Ok, il n'y a pas de souci. Quand vous pouvez avoir une idée dans le domaine agronomique ou dans le domaine vétérinaire, ça dépend de votre cadre de vie, de ce que vous voyez tous les jours devant vous. Vous pouvez même avoir une idée de faire des confitures. L'essentiel, c'est que si vous avez une idée dans un domaine, si c'est le vôtre, et que vous maîtrisez la partie business, et que vous maîtrisez la partie marketing, et vous savez correctement présenter, correctement parler, vous pouvez faire l'idée à vous tout seul, ou à deux ou à trois. D'accord? Ça, c'est pour résumer tout ça. Si vous avez une idée dans votre domaine technique, vous maîtrisez à la perfection, par exemple, et que vous êtes nul en marketing, vous ne savez pas parler, vous ne savez pas présenter, vous ne savez pas vendre. Personnellement, je ne sais pas vendre. Vous ne savez pas vendre. Même si vous avez les arguments dans la tête, vous ne savez pas les exposer, comment les présenter, comment les modifier pour qu'ils soient plus attractifs. Vous pouvez vous associer à quelqu'un qui est dans le domaine marketing, dans le domaine commercial, et qui va vous aider énormément dans votre vente de produits. Je répète pourquoi vous êtes en train de faire tout ça, pour gagner de l'argent, vendre des biens ou des services. C'est une réalité. Donc, si vous ne savez pas vendre, vous devez ramener quelqu'un qui sait vendre. Que ce soit associé ou employé ou consultant externe, peu importe. Pas forcément de Mac. Vous pouvez juste pour le début, une entreprise qui fait du sac, ou de barasso. يدخل معك في البورسونتاج في les ventes ماشي في l'entreprise. Par exemple, voilà, j'ai une application, etc. Ok. Un minimum, je les déteste. Vous n'avez pas idée à quel point, mais je vais vous donner cet exemple pour que vous compreniez très bien. Vous avez une application. Une application, d'abord, elle est destinée à tout le monde. Par exemple, là, je suis en train de vous donner le contexte de cette application. L'application, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Ça existe, mais je vais vous donner un exemple. C'est avec l'application, vous scannez les tickets de caisse ou ils me décomptent des promotions. À la ce que vous avez acheté. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai oublié son nom. Temtem, je crois, un truc comme ça. Il y a une application où quand vous achetez quelque chose chez une supérette ou là, chez un grand supermarché ou là, si vous avez le ticket de caisse, vous le scannez, il va l'analyser via des algorithmes IA de reconnaissance d'image et de reconnaissance d'écriture, bien sûr. Et il va analyser ce que vous avez acheté
Il va vous donner des codes promo, là, des promotions, là, vous allez récupérer de l'argent d'après ce que vous avez acheté. Vous avez cette idée, vous l'avez développée. Ça marche, vous avez 10, 20, 30 téléchargements, puis, oups, parce que vous n'êtes pas connu, parce que c'est match une idée que je vous demande de ne pas le faire, s'il vous plaît, parce que je l'ai hais. Mais une idée, bonne fidélité, oui, c'est une idée, mais non, je vous parle, les gens ne vous connaissent pas encore. Mais si vous avez 3000 personnes ou là, 2900, vous essayez de les retenir. Non, je vous parle de, vous avez que 30, 40 personnes qui sont en train de télécharger votre application et 5 par qui l'utilisent. Vous n'êtes pas encore connu dans le marché. Une idée que je hais, je vous le dis, je les déteste, c'est de faire appel aux influenceurs, les Instagrammeurs, TikTokers, ce que vous voulez. Où ils déroulent la promotion de ça. Vous pouvez soit les payer directement, soit leur dire, voilà, si j'ai 1000 téléchargements, je vous donne genre 10 dinars par téléchargement, 100 dinars par téléchargement, par exemple. C'est un investissement que vous êtes en train de faire. Mais ça pourrait marcher. Une autre idée, c'est si, par exemple, ISR qui est une application qui est utilisée tous les jours par des milliers de personnes, ou InDrive, ou peu importe, vous pouvez faire une pub dans ISR. Donc, la première connexion, une pub qui sort, et c'est bon. Et vous payez cette entreprise pour ça. Comme vous pouvez avoir une autre entreprise qui vous fait la promotion de tout ça, donc qui s'occupe des promotions, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur peu importe où, sur LinkedIn, un peu partout, sur des canaux télévisés, sur des canaux radiophoniques, qui peuvent vous faire cette publicité, ou qui peuvent vous faire ramener des clients. Vous comprenez donc la différence. Donc, je vous disais, quand on parle de faire associer aux filières techniques les notions de marketing, les notions commerciales, etc., il y a plusieurs solutions. Soit vous rentrez comme associé quelqu'un dans ce domaine, soit vous embauchez quelqu'un en interne pour vous faire tout ça, soit vous allez vers des boîtes de consulting, ou même vous pouvez avoir recours à des publicités via d'autres personnes. Donc voilà, il y a énormément de solutions. Il ne faut pas imaginer qu'il faut. Non. Comme ça peut marcher directement. Comme ça se peut que votre idée soit tellement innovante que dès que vous la mettez dans le marché, le bouche à oreille marche. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fonctionné grâce au bouche à oreille. Le téléphone, exactement. C'est une des connotations. Alors, je continue. La troisième partie, c'est les cadres dirigeants d'entreprise ou les chefs de projet. Ou les chefs de projet. Il y a de fortes chances qu'ils aient été d'anciens entrepreneurs. C'est pas ce que j'avais quand j'écrivais ce texte. Dans leurs entreprises. Donc, ils étaient d'anciens entrepreneurs dans l'entreprise passée. Donc, en fait, ils sont cadres dirigeants actuellement. Ils ont 10 ans, 15 ans d'expérience. C'est des chefs d'entreprise. Et en fait, ils ont des idées et ils veulent les développer. Donc, ils sont à l'aise financièrement. Ils sont à l'aise ils n'ont pas besoin de start-up, d'incubateurs. Ils seront leur propre incubateur. Donc, ils ont fréquemment, comme premier, donc, dans leur réseau, ils ont des partenaires, ils ont des clients, ils ont des anciens employeurs. Ils sont habitués à l'infrastructure des grandes entreprises. Ils vont découvrir ce que c'est qu'une start-up. Et ils vont faire tout soi-même. Donc, ils vont être gérants, juridiques, absolument tout. Mais ils ont de bonnes notions de contraintes d'industrialisation, ce qui est plus. Donc, ils savent, ils ont vu ce qui se passe dans une entreprise, ils savent que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Imaginez qu'un incubateur ait créé sa propre start-up. C'est la même notion. Donc, quand on est cadre dirigeant d'entreprise ou chef de projet, on a déjà une bonne expérience. Quand on ouvre après une bonne expérience, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous n'avez pas d'idée maintenant, n'abandonnez pas. Ou si vous avez une idée, comme Haifin, etc., vous pouvez commencer à travailler dans une entreprise. Avoir une bonne expérience. Surtout si vous touchez à tout. Là, quand vous allez créer votre startup, vous allez voir des cas, trop lourd. Ah, j'ai déjà vu ça. Ça ne va pas marcher. J'ai déjà vu ça, ça va marcher à 100%.
Vous allez voir, même tout, vous allez travailler dans une entreprise en tant qu'ingénieur en télécom. Mais vous allez, au fur et à mesure du temps, avoir des amis ou des connaissances, ou discuter avec des gens dans le juridique, des gens dans le marketing, des gens. Vous allez discuter de travail, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des informations qui peuvent être capitales pour réussir une startup. Sinon, les salariés non dirigeants d'une entreprise, c'est un salarié tout à fait normal. C'est un cas moins fréquent, très rare. Donc, vous n'êtes pas cadre dirigeant ou alors chef de projet. Donc, vous n'êtes pas depuis 10 ans dans une entreprise, pas forcément la même, hein, mais depuis 10 ans dans le domaine du travail, etc. Vous avez une bonne expérience. Non. C'est courant chez les jeunes salariés. Ça existe beaucoup. Oui, il commence à travailler une année, 2 ans. Ensuite, il se dit, moi, je ne suis pas fait pour ça, je préfère aller créer ma propre start-up, créer ma propre entreprise. Ils ont raison, car il est préféré de se lancer aussi jeune que possible dans ce cas, les jeunes diplômés qui ont une première expérience de conseil. C'est-à-dire les jeunes diplômés, ils entrent dans une entreprise de conseil, par exemple EY ou KPMG ou peu importe. Ils ont commencé à travailler, m'a dit, je peux le faire tout seul. J'ai une idée pour le faire tout seul. Et donc, ils peuvent se lancer dans ça. C'est moins fréquent que les premiers, mais c'est courant. Vous pouvez réussir comme ça. Vous pouvez faire une année, 2 ans. Vous imaginez, vous vous dites, moi, je veux faire ça. Surtout si vous comprenez que la plupart de ce que vous faites, tout le monde, c'est ça ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc, pourquoi ne pas le rapporter à moi-même? Quelle est l'entreprise derrière? Les inventeurs, je vais mettre ce cas un peu à part, qui est un sous-ensemble des précédents. Ils inventent des produits ou des procédés qu'ils aimeraient transformer en business. Vous pouvez avoir une idée d'une nouvelle formule de shampoing, si vous êtes chimiste, oui. Donc, sans perdre le contrôle. Ils veulent transformer ça sans perdre le contrôle. Ils ont une foi inébranlable en leurs valeurs, en leurs idées, sont naturellement méfiants. C'est vrai, un inventeur est naturellement méfiant parce qu'on peut vous voler l'idée, on peut vous voler la recette. Donc, si ce n'est pas paranoïaque, parfois ils sont même paranoïaques. Alors, ils ont tendance à oublier que l'innovation nécessite bien plus qu'une invention. Ce n'est pas parce qu'on a inventé quelque chose qu'il faut que ça marche. Non, il faut innover. Il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Il faut inventer quelque chose qui peut aider. Oui, manque. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, ils sont donc besoin d'être bien entourés plutôt que de partir. Inventeur, c'est pas ce que vous imaginez, wow, etc. Je vous donne une idée. Enfin, une petite anecdote personnelle. Il y a 2 ans, j'ai pensé à une idée. Sauf que ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine chimie. J'ai pensé à une idée qui, si ça marche, ça aurait été une révolution. Je vais vous expliquer. J'ai remarqué que quand les filles mettent du henné dans la main, donc il est le henna, en fait, quand ils touchent les ongles se colorient. Le rouge. Le rouge pour une certaine période, ou la orange, ou peu importe du type. Et en fait, quand c'est bien fait, c'est beau. Je me suis dit, donc il y a un composant dans les nez, dans le henna, qui fait ça. Excusez-moi. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'était de trouver le composant chimique qui arrive à faire cette coloration sans pour autant que ce soit du vernis à ongles. J'ai imaginé les filles qui font la prière tout le temps, etc. Donc, ils ne peuvent pas mettre du vernis permanent. Et que c'est une idée de faire ça
Donc, de trouver ce composant qui colorie l'ongle sans pour autant que ce soit un vernis qui empêche l'eau d'arriver jusqu'à l'ongle. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Donc, le problème du vernis actuel, c'est que l'eau n'arrive pas jusqu'à l'ongle et donc, mais l'eau, donc l'eau de cache et du coup, il faut réfléchir comme ça. Ça aurait été, si ça a marché, si ça avait marché, ça aurait été une très bonne idée parce que si on arrive à trouver le composant chimique, on peut lui faire des teintes, donc on peut trouver. Et si aussi on peut trouver le dissolvant réel, c'est pour changer de couleur, on peut trouver le dissolvant relatif, ça serait parfait. Parfait, parfait. Pourquoi ça ne marcherait pas? Beaucoup de femmes musulmanes veulent mettre du vernis et faire la prière en même temps. Ça pourrait marcher dans le monde entier. J'ai parlé à une cousine chimiste, elle m'a dit que c'était compliqué. Il fallait énormément d'argent. Pas compliqué côté recherche, mais il fallait énormément d'argent pour investir dans ça. C'est un investissement. Donc, il faut que ce soit une société qui investit dans ça. Et l'année passée, il y a une entreprise qui a fait ça. Ça s'appelle Vernis Halal, je pense. Et ça a marché. Ça a énormément marché. C'est du vernis à base de henné et énormément de couleurs. Et ils vendent ça extrêmement cher. Et ça marche. Parce que c'est quelque chose qui est utile à beaucoup de personnes. Là, si l'entreprise qui a créé ça, dans la catégorie inventeur, ils ont inventé quelque chose qui n'existe pas, qui a résolu un problème. Mais ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Un chimiste, il ne peut pas le faire lui-même. Il faut qu'il le fasse avec une grosse boîte de chimie, parce qu'il y a besoin de tests, il y a besoin de validation, il y a besoin de beaucoup de trucs. Donc, une grosse boîte, que ce soit de chimie ou de produits cosmétiques. Et ils ont besoin de savoir le vendre, de savoir le présenter, de savoir. Vous voyez. Donc, moi, je viens de le présenter, capable, j'ai convaincu une ou deux personnes sur les 70. Il faut le faire réellement. Il faut faire la communication d'une autre manière. Genre avec une autre méthode qui est plus poussée, plus étudiée surtout. Voilà, c'est pour ça que le marketing il est extrêmement important et que les inventeurs ne peuvent pas être seuls. Vous pouvez inventer quelque chose, mais vous ne pourrez pas être seul. Il est préférable d'être une personne. Je ne comprends jamais quand tu écris mon nom, je fais désolé. Sociable? Non, on ne parle pas de sociabilité là. Oh non. Non, je ne parle pas d'être gentil ou. Non, vous pouvez être égoïste. C'est votre droit d'être égoïste, je suis désolé. Non, là, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. En fait, je parle de savoir comment vendre. En fait, c'est des stratégies. La plupart sont vraiment égoïstes et ils savent vendre. C'est des stratégies marketing, c'est des stratégies à quel moment envoyer telle pub, à quel moment envoyer telle promotion, à quel moment envoyer. Vous voyez, ce n'est pas une question de comment on est. C'est des stratégies encore. Hein. Le marketing, ils ont des stratégies horribles parce que maintenant, ils travaillent sur les nanosciences. Du coup, ils travaillent sur quelle odeur et quelle couleur et quel son pourrait intervenir sur votre cerveau. Et ça, bon, ils travaillent sur ça depuis des années, hein, pas mal. J'ai commencé à connaître ça en 2015 quand même. Donc, ce n'est pas une question de sociabilité ou d'égoïsme, mais plutôt, ce sont des techniques de manipulation, au contraire, sont égoïstes, de manipulation qui vous incitent à acheter. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit ce que vous connaissez, ce que eux connaissent, c'est plus. Sauf si vous faites un autre master en marketing, ça c'est autre chose. Le 6e point, avant le 7e, je pense qu'on ne va pas trop tarder aujourd'hui. Donc, j'ai trop parlé, vous avez trop entendu. Alors, on va finir sur ces deux-là. Alors, les chercheurs et les serial entrepreneurs. Les chercheurs, lorsqu'ils le souhaitent, sont encouragés à créer des startups avec le fruit de leur recherche de laboratoire dont ils sont issus. Parfois, au niveau d'un laboratoire, ils pouvaient créer une innovation incroyable. Et il leur manque en général des compétences business, comme vous actuellement, voire de product management, comment gérer un produit. Ils auront impérativement besoin de compléter leurs équipes fondatrices avec des compétences complémentaires. Il est impossible qu'un chercheur fasse une startup tout seul. Les SATT, donc les sociétés d'accélération de transfert technologique, sont des établissements publics créés pour faciliter le processus. Donc les chercheurs, mais on cherche des incubateurs.
parce que un chercheur est payé par l'État. Donc, il ne chez les incubateurs, il les SATT, donc les sociétés d'accélération transfert technologique. Ils vont gérer la commercialisation du produit, aider, etc. Et les serial entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont déjà créé une ou plusieurs entreprises et qui retentent l'aventure. Ils créent une entreprise, ça marche, ils la laissent fonctionner, ils créent une autre, il a une autre idée, il crée une autre. Ils n'ont pas forcément réussi leur précédente entreprise, mais ils ont appris de l'échec. Normalement, ils ont appris de l'échec. Et quand ils ont déjà bien réussi, ils ne réussissent pas forcément une deuxième fois de suite. Pour comprendre ça, vous avez créé une entreprise, ça n'a pas marché. Ok, vous retentez une deuxième fois, ça a marché. La troisième fois, pas forcément que ça a marché. Ça se peut que ça marche 6 fois d'affilée, la septième, non. Si vous avez assez d'argent et assez de temps, vous pouvez être serial entrepreneur. C'est une catégorie rare, mais qui existe. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que la prochaine fois, on verra ce diagramme et je vais vous montrer la partie auto-entrepreneur. On n'en a pas encore parlé. Donc, je vais vous montrer la plateforme directement. Donc, il n'y aura pas de support de cours dessus. Il y aura directement la plateforme. Donc, je vais vous montrer les catégories existantes, comment créer, etc. Chapitre 1 et 2 pour anticiper. Eh bien, Inch'Allah, je vais juste modifier quelques slides et je vais vous envoyer le cours, il n'y a pas de problème. Puis, ce que je vous conseille, parce que le chapitre 3 sera divisé en deux cours, Inch'Allah, et normalement, j'espère. Attendez. J'espère que l'on reprend. Eh ben non, pas premier jour de Ramadan, mais c'est pas grave. Ce chapitre 3, il est extrêmement important. Pour vous, franchement. En fait, c'est un chapitre, je ne pense pas que vous allez le trouver vraiment ailleurs parce que en fait, j'ai inventé tout moi-même. J'aurais voulu avoir ça à la fac. Comment faire une recherche, comment préparer le CV, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, etc. Préparer une lettre de motivation, préparer un entretien, passer l'entretien, comment signer son contrat, comment faire d'évolution au sein d'une entreprise. Franchement, essayez d'assister les 2 prochains cours. Bon, je vais vous le dire aujourd'hui, les cours ne sont pas obligatoires. Mais c'est des cours pour vous. Là, je ne vais pas vous dire pourquoi vous êtes venu, vous n'êtes pas venu. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas ce genre d'enseignant. J'ai détesté quand on faisait ça. Mais je vous conseille d'assister au moins les 2 prochaines séances parce que ça sera pour vous. Ça sera vraiment pour vous. Même si en bas, ça sera un peu peut-être compliqué. Il y a des gens qui veulent dormir et tout. À la télé, je veux dormir. Mais je vous le dis, essayez d'assister, s'il vous plaît. D'accord. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien et je vais vous envoyer les cours au courant de la semaine, Inch'Allah. Aïe, salam alaikum.